Bonjour. Alors, en vue du concours du CAPES et de l'agrégation de philosophie, je vais continuer à poster des travaux que j'avais effectués pendant mes études, surtout pendant mes années de classe prépa. Et notamment, là, je vais faire 3 séries de colles que j'avais faites. La première sur la pudeur, où j'avais eu 14/20. Alors, je précise au début du document que dans l'entretien qui a suivi l'exposé, on s'est surtout concentré sur, en quelque sorte, l'hypocrisie de cette vertu, de la pudeur, que les mâles blancs de plus de 50 ans aiment trouver chez les jeunes femmes, comme si cette pudeur innocente cachait autre chose. En fait, j'étais d'accord avec mon prof, mais j'ai voulu donner sa chance à la pudeur avec la conception plutôt élogieuse qu'en a Eric Fiat, qui se défend. Et sinon, les points positifs, c'était donc réflexion continue et progressive qui cherche toujours à définir de plus en plus précisément la notion sous différents angles, avec des distinctions. Et il a noté le répondant dans l'entretien, la discussion vivante. Donc en introduction, je donnais la définition de la pudeur comme disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut choquer, devant l'évocation de choses très personnelles et en particulier l'évocation de choses sexuelles. L'animal n'est pas pudique. Donc la pudeur peut être verbale ou corporelle. J'avais mis des distinctions entre la discrétion, la modestie, en religion notamment, la pudibonderie, l'obscénité et une forme à l'inverse de respect que peut constituer la pudeur, justement pour éviter l'obscénité. La pudeur comme préservation de l'intimité, comme synonyme de décence, de convention, de délicatesse, ou bien de réserve, de timidité, de retenue, de mesure. Donc c'est un mot ambigu qui désigne tantôt une vertu, mais peut-être douteuse comme toute vertu, une sagesse, tantôt un ridicule qui peut parfois être imposé à l'autre. Il existe une injonction moderne d'un côté à la transparence, sur les réseaux sociaux notamment, comme si c'était le contraire du mensonge, comme si cette transparence était synonyme de vérité, et de l'autre à la discrétion, au contraire, comme vertu. La honte est le diable. Donc de quoi est-on pudique? Que révèle le sentiment de pudeur? Comment s'exprime-t-elle? Est-ce un vice ou une vertu? Donc mon grand 1 s'appelait l'impudique obscène et la pudeur coquetterie ou négatrice par faiblesse. Transparence ne veut pas dire vérité, et pudeur ne signifie pas modestie. La révélation est une mise en scène sur les réseaux sociaux, une fiction orientée. Alors j'avais mis exemple montré montant des ministres après affaire Cahuzac. Je ne me souviens plus de cet exemple. Mais l'impudique joue l'impudique pour choquer. Ce n'est pas vraiment lui, c'est aussi un rôle, une pose. Et là, il choque, alors que la pudeur est un sentiment spontané, naturel, à Adam et Ève, par exemple. On a une vie privée à préserver, une intimité à préserver. Donc ce ne serait pas de la modestie, mais de l'ego. Car il y a une pudeur à complimenter comme à être complimenté, par exemple. Complimenter serait un aveu de faiblesse, une admiration qui va plaire à l'ego de l'autre. Et être complimenté, c'est ne pas savoir comment réagir, ne pas oser montrer que son ego est flatté. Comme le disait Jules Renard, sois modeste, c'est le genre d'orgueil qui déplaît le moins. On éprouve de la pudeur quand il s'agit de se mettre à nu. Ce serait à distinguer de la coquetterie, qui serait une fiction de pudeur pour susciter le désir. Qui calcule l'attente, n'est plus spontanée. C'est quand elle devient consciente d'elle-même. Là, je faisais référence à Jean Kelevitch, hein, c'est la conscience de la vertu qui tue la vertu. Ça devient une mise en scène, une pudeur qui veut se montrer n'en est plus une, comme la bonté. La pudeur négatrice de soi, ensuite. Quand on dit « t'as pas honte », on veut faire culpabiliser celui qui ose s'affirmer en lui faisant croire qu'il ne respecte pas sa propre dignité, en lui rappelant qu'il devrait se sentir mal. Donc, pour le meilleur, pudique, c'est être respectueux, pas gênant. Pour le pire, le pudique ne s'affirme pas, peut même frustrer les autres, et surtout soi.
Alors là, j'ai mis pudique égale faible, s'en félicite. On se restreint. Oui, je pensais à Freud et l'exemple de l'hystérie. Donc, parce que la pudeur peut produire des névroses, voire des psychoses, du genre retour du refoulé. Le sentiment de honte est utile, parfois, mais pas toujours. Parfois, il freine, comme la peur. La peur est utile, l'angoisse non. Donc, il y aurait une honte utile, mais contrairement à la pudeur par principe. Qui serait une honte en puissance, sans cause. Cette pudeur-là serait une honte en puissance, sans cause, une manière d'être. D'ailleurs, la pudeur ressemble à la peur, est une forme de peur. C'est une gêne qui anticipe. La pudeur précède la honte parce qu'on en a peur. On anticipe les situations possiblement honteuses. Il y a une fuite, car ici, la pudeur, c'est la honte première de soi, la négation de soi. Donc ça pourrait être l'impudeur qui serait une qualité dans le sens d'avoir le courage d'être soi, de s'exprimer. Comme disait Sartre, la honte est honte de soi, mais devant autrui, elle est reconnaissance de ce que je suis bien cet objet qu'autrui regarde et juge. Donc, il y a une peur d'être soi, sauf que justement, on ne peut pas échapper à soi. Donc il y aurait deux pudeurs, par rapport au soi et face à quelqu'un ou quelque chose qu'on trouve impudique. Voilà, pudeur parce qu'on a soit honte, ou pudeur face à la mise à nu de quelqu'un d'autre, ou d'un autre objet. Jankélévitch disait « La pudeur ignore le calcul prudent de l'étiquette. » Car c'est une injonction intérieure et pas une convention. La pudeur, c'est l'élan personnel et non une injonction. Or, on ne peut prescrire un sentiment spontané. Mais la pudeur, inscrite comme trait de caractère, n'est pas forcément bonne. Peut-être qu'on refuse d'être enfermé par le regard de l'autre, d'être vu comme un objet, d'être cerné, aliéné par le regard de l'autre, parce qu'on a conscience que la transparence n'est pas la vérité. Donc ce serait pas ainsi... peut-être pas tant un problème d'ego à ce niveau-là. Deuxième partie, celui qui appelle à la pudeur est souvent le plus impudique. Je parlais de la toxicité de la pudeur qu'on appelle comme cela pour imposer le silence, inversant la charge de la honte. Mais parfois, il vaut mieux se sentir mal. On est impudique pour le meilleur, être impudique pour le meilleur, c'est être libéré, s'affirmer soi-même, mais on peut aussi choquer parce que... l'impudique peut aussi choquer parce que ça nous renvoie au fait qu'on est soi-même coincé face à quelqu'un d'impudique, ça nous secoue. Pour le pire, l'impudique est irrespectueux, incontrôlable. Donc on appelle en ce sens à la pudeur, à ne pas laver son linge sale en public quand on dénonce des crimes dans les familles notamment. C'est Catherine Clément qui avait écrit sur Twitter « Décidément, je n'aime pas la délation, surtout familiale, ça me répugne », alors qu'on parlait d'inceste, qu'elle parlait d'inceste, chez du Duhamel, comme si le problème, l'impudique, n'était pas celui qui a commis le crime. Parfois, les silences complices sont davantage impudiques. C'est ce que dit Marlene Maesso dans Les conspirateurs du silence. La famille est une instance privée qui peut aussi consister à cacher des secrets honteux. Poser un voile pudique est alors contre-productif. Mieux vaut la publication d'Hitler, par exemple, avec des notes, que chercher à le cacher quand il peut être retrouvé par n'importe qui sur Internet. Il y a une hypocrisie qui peut se cacher derrière la pudeur. Je prenais l'exemple du viol. En violant la dignité, on impose la pudeur, parce que la victime éprouvera une honte injustifiée. Voilà, contrairement à l'attentat à la pudeur, par exemple. On parle d'attentat à la pudeur. Quand on impose la pudeur à quelqu'un d'autre, c'est signe de notre propre impudicité. Comme on ne peut se l'imposer à soi, on en remet la faute sur l'autre. On l'accuse d'être cause de notre propre impudicité en le désignant comme impudique par nature. C'est ce qui se passe dans la religion, souvent. Donc, il peut y avoir de la pudeur par rapport à soi, mais aussi face aux autres, une gêne face à l'impudeur des autres. Comment concilier donc le dévoilement, la parole et la pudeur ? Eh bien, par l'interprétation. La pudeur est la conscience d'une vision entravée. La vraie pudeur est la conscience qu'on ne perçoit qu'une réalité partielle. Les habits sont là pour mettre une distance avec l'autre, mais la peau est le premier des habits. C'est la distance qui permet la rencontre. Nietzsche, on peut penser à Nietzsche qui voudrait que la femme ne soit que peau, sans organes internes dégoûtants. Le silence des organes, ce serait aussi la pudeur. Donc il faudrait se méfier des lectures littérales. Le commentaire, c'est comme le vêtement du texte.
Il faut jamais laisser nu un texte dans sa pleine littéralité, mais l'habiller infiniment de commentaires. Le paradoxe, c'est que souvent ceux qui appellent à la pudeur des femmes sont ceux qui font des textes lectures les plus impudiques, qui lisent le texte nu en refusant de considérer que de nouvelles lectures doivent être de nouveaux vêtements. Plus on couvre la femme, plus on découvre le texte, la lecture, et on en fait une lecture littérale. C'est c'est le démon du littéralisme. On réduit le texte au premier degré, d'où l'importance de l'interprétation. Cette forme d'impudeur est à l'origine des pires pudibonderies. La lecture sans interprétation est impudique, appauvrie. Il faut remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier. Et donc en troisième partie, je faisais l'éloge de la pudeur comme vertu érotique du juste milieu. Si la pudibonderie décourage le désir, par la socialisation, la stérilisation, la convention, l'impudeur est un attentat à la pudeur, mais peut-être même un attentat à l'érotisme, en fait. Paradoxalement. Derrida définissait le désir comme l'attente de ce qui n'attend pas. Le désir, c'est le fils de Peña et Poros, d'Idiotime, dans le banquet. Madame Carence et Monsieur Plénitude. Donc il faudrait pas trop l'un ni trop l'autre. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai écrit distinction pas sur ligne symétrique. Je ne sais pas, mais je pensais ensuite à Aristote. Je prenais l'exemple du lâche, du courageux et du téméraire, et par exemple de l'avarice, de la prodigalité et de la vertu du juste milieu. Le lâche fuit quand il doit faire face, le téméraire fait face quand il doit fuir, et le courageux est capable de savoir, lorsqu'il est plus stratégique, de ne pas faire face aveuglément. Donc il faut tomber dans aucun des deux écueils. L'obscène donne trop vite à voir, de la même manière. Coupe l'herbe sous le pied au désir, qui signifie absence de l'étoile. On n'a pas le temps de manquer et d'imaginer. Rien de moins érotique qu'un corps de naturiste où le poignet est mis au même niveau que les organes génitaux. Kant l'a le mieux dit, étonnamment, dans les conjectures sur le début de l'histoire de l'humanité. La feuille de figuier fut un grand progrès dans la civilisation. Outre la décence, elle permit le désir. L'objet étant désormais soustraite au sens put devenir objet de désir. Au sens, il dit au sens au pluriel, ça inclut donc le goût, ce qui suggère donc d'étonnantes pratiques pour un texte de Kant. L'érotisme, c'est ça, c'est dévoiler sans montrer. Et là, je crois que je cite Éric Fiat, et c'est pourquoi Jean Kelevitch a fort raison de dire que le honteux voudrait disparaître sous terre quand le pudique se montre discrètement. Le honteux voudrait devenir invisible à tous les regards. Le pudique voudrait être à la fois visible et invisible. Le honteux se tait. Le pudique s'exprime par la litote, l'euphémisme, tel ce personnage de Corneille disant à qui il aime « Va, je ne te hais point ». Toujours Éric Fiat, être pudique et respecter la pudeur d'autrui, c'est donc se conduire en classique plutôt qu'en romantique, c'est exprimer le plus en disant le moins, laisser paraître moins d'émotions qu'on en ressent. Voilà. Donc il y a un jeu intéressant avec la pudeur, elle devient une vertu délicate lorsqu'elle est spontanée et qu'il ne s'agit pas d'une lâcheté, de la mauvaise foi dont parle Sartre, par exemple avec l'exemple de la femme qui retire sa main et parle de choses élevées quand elle commence à comprendre que l'homme n'a pas que des intentions intellectuelles à son égard. Là, il y a une faiblesse, une peur par pudibonderie. C'est alors que s'opère ce que Jean Kelevitch nomme magnifiquement le passage de la retenue délibérée à la réticence panique, du laconisme de l'émotion au malaise du mutisme. Bon, et malheureusement, je n'avais pas écrit ma conclusion, mais ça vous donne quand même une idée de ce que j'avais pu faire. Voilà pour la pudeur.